Cette histoire pourrait changer votre façon de voir les choses. Bienvenue sur notre chaîne, prenez votre popcorn et préparez-vous à vivre quelque chose d'inoubliable. Une femme est entrée dans la soirée d'un milliardaire. Elle n'avait rien à faire là. Elle le savait. Tout le monde le savait. Mais elle est entrée quand même. Et elle a prononcé 4 mots. Cela a brisé un père. 2 ans plus tôt, leur fille était morte noyée dans une rivière. Ils avaient enterré un cercueil vide. Ils ont enterré tout espoir avec ça. Mais cette femme, cette pauvre femme tremblante, une inconnue. Elle vivait avec leur fille. Tout ce temps. Et ce n'est même pas le pire. Le pire, quelqu'un a jeté cette fille dans la rivière. Exprès. Et il était toujours dans la pièce. Bonjour les amis, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. États-Unis, Londres, Canada, Jamaïque, Afrique du Sud, ou ailleurs. On veut savoir. Et dites-nous ce que vous avez appris à la fin de cette vidéo. Le silence est tel qu'on entendrait presque les gens respirer. 200 des personnes les plus influentes du pays se tiennent côte à côte dans une salle de bal dont la location pour une seule nuit coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Des lustres en cristal pendent du plafond tels des cascades figées. Une lumière qui sublime tout. Une lumière qui rend la douleur élégante. Mais ce soir, la douleur qui règne dans cette salle n'a rien d'élégant. Au fond de la salle de bal, sur une petite estrade pour que tous puissent le voir, se dresse un portrait. Un portrait immense et magnifique, dans un cadre doré. Une jeune femme. 18 ans. Des yeux bruns doux. Un sourire qui semble appartenir à quelqu'un qui rit facilement. Quelqu'un qui illumine une pièce de sa seule présence. Quelqu'un qui rend le monde un peu plus chaleureux simplement par sa présence. Sous le portrait, en lettres noires nettes, on peut lire « Evelyne Laurent. Fille bien aimée. Partie trop tôt. Ce soir marque le 2e anniversaire de sa mort. 2 ans depuis l'accident. 2 ans se sont écoulés depuis qu'ils ont repêché une voiture vide dans une rivière en crue et furieuse, et annoncé à un père et une mère la disparition de leur enfant unique. 2 années d'un chagrin si profond qu'il a marqué leur visage à jamais. À côté de ce portrait se tiennent 2 personnes qui furent jadis considérées comme le couple le plus influent du pays. Marc Laurent. Grand. Costume sombre. Un homme qui entre dans une pièce et qui attire tous les regards sans qu'il ait besoin de dire un mot. Il a bâti sa fortune à partir de rien. De ciment. De l'acier. Des chantiers qui ont transformé les paysages urbains. Un homme qui n'a jamais connu l'échec. Jusqu'à ce qu'il la perde. Et à ses côtés, Valentina Laurent. Belle comme un vase fêlé conserve sa beauté. On voit bien où les coupures ont eu lieu. Elle est habillée en noir, évidemment. Elle est toujours habillée en noir maintenant. On dit qu'elle ne porte plus de couleur depuis les funérailles. On dit qu'elle ne dort plus dans la chambre du couple car elle rêve sans cesse d'Evelyne qui l'appelle du haut d'une rivière. On dit beaucoup de choses sur Valentina Laurent. Mais personne ne le lui dit en face. Parce qu'il y a maintenant dans son regard quelque chose qui met les gens mal à l'aise. Quelque chose de vide. Quelque chose qui vous transperce jusqu'à un endroit enfoui au plus profond de vous-même. Ou peut-être, juste peut-être, la version de sa vie qui aurait dû se dérouler se poursuit encore. La version où Evelyne est vivante. Celle où elle est rentrée de cette fête il y a 2 ans, riant, embaumant le parfum du soir. Là où elle se disputait avec son père à table, au petit déjeuner, pour une broutille, une chose à la fois futile et magnifique. Là où tout était encore intact. Marc pose sa main sur le bas du dos de Valentina. Un geste discret. Un geste d'épouse. Elle ne le regarde pas, mais se penche légèrement dans sa direction, comme une fleur qui se tourne vers la moindre lueur d'espoir. Un homme, au premier rang, tapote doucement un micro. Il s'appelle Theo Johnson. Responsable des relations publiques de la famille, il arbore le regard blasé de celui qui a annoncé tant de mauvaises nouvelles qu'il en est désormais insensible. Nous sommes réunis ce soir, commence Theo, sa voix emplissant la pièce silencieuse comme une douce chaleur, pour honorer la mémoire d'une jeune femme qui a marqué tous ceux qui l'ont croisée. Evelyne Laurent n'était pas seulement la fille de Marc et Valentina. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de la connaître, elle était une véritable lumière. Le genre de chose qui ne vous prévient pas de son arrivée. Celle qui arrive, tout simplement. Et quand elle repart, il marque une pause. Sa mâchoire se crispe légèrement. L'obscurité qu'elle laisse derrière, elle est la véritable mesure de l'éclat qu'elle a jadis ressenti. Valentina ferme les yeux. La main de Marc se serre plus fort contre son dos. Dans la foule, les gens s'essuient les yeux. Amis. Partenaires commerciaux.
Hommes politiques. Des personnalités mondaines. Des gens qui connaissaient bien Evelyne et d'autres qui la connaissaient seulement de nom. Tous vêtus de vêtements coûteux, tenant des coupes de champagne qu'ils se refusent encore à boire par respect, dans une pièce embaumant le lys blanc, car Evelyne adorait les lys blancs. Le portrait les surveille tous. Ce sourire. Ces yeux. Et puis, tout au fond de la salle de bal, près des hautes portes doubles donnant sur le couloir extérieur. Un son. Pas un fracas. Pas un cri. Juste un petit son étouffé, terrifié. Comme quelqu'un qui essaie de parler et y parvient à peine. Les têtes commencent à se tourner. D'abord celle des personnes les plus proches des portes. Puis, comme une lente vague déferlant sur une eau calme, de plus en plus de gens se retournent, tendent le cou, se déplacent, essayant de voir ce qui se passe au fond de cette salle silencieuse, onéreuse et empreinte de chagrin. Une femme se tient dans l'embrasure de la porte. Sa tenue n'est pas appropriée à l'événement. Pas du tout. Elle porte un uniforme de travail bleu délavé. Le genre de ceux que portent les femmes de ménage. Le tissu est propre mais ancien, lavé tant de fois que la couleur a pâli et s'est estompée au coude et au col. Ses chaussures sont plates et pratiques, mais usées au niveau des orteils. Ses cheveux sont plaqués en arrière, dégageant son visage. Elle a peut-être 4 ou 5 ans. Peut-être 50. Difficile à dire. La vie a marqué son visage de marques qui n'ont rien à voir avec l'âge. Elle serre contre sa poitrine un sac en tissu usé, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Et elle tremble. Pas comme on tremble quand on a froid. Comme on tremble au bord du précipice. Quand on a porté un secret si longtemps, si lourd, que le corps a oublié ce que c'était que de se tenir droit. Son regard parcourt la pièce. Au-delà des lustres. Au-delà des visages magnifiques, mal à l'aise et perplexe de 200 personnes influentes qui la fixent. Ils ont dépassé tout ça. Jusqu'à ce qu'ils trouvent Marc Lorraine. Et là, ils s'arrêtent. Théo reste silencieux au micro. Le silence règne. La femme ouvre la bouche. Sa voix est faible. À peine un murmure. Mais dans ce silence, un murmure porte comme un cri. Monsieur. Marc s'avance. Juste un pas. Son visage est impénétrable. Madame. La main de Valentina effleure le bord de la table à côté d'elle. Ses doigts se referment dessus. La femme déglutit. Vous pouvez le voir. On l'entend presque. Et puis elle prononce les mots. Pas fort. Pas de façon théâtrale. Juste simplement. Comme quelqu'un qui a répété ces scènes 10 000 fois et qui découvre seulement maintenant, après toutes ces répétitions, qu'aucune quantité d'entraînement n'aurait pu la préparer à ce moment. Votre fille n'est pas morte. Le silence se fait dans la pièce. C'est différent d'un simple souffle coupé. Un souffle coupé, on peut s'en remettre. Ce qui se passe dans cette salle de bal pendant les 3 secondes qui suivent ces mots, c'est tout autre chose. C'est le bruit de 200 personnes qui oublient, au même instant précis, comment vivre normalement. Quelqu'un laisse tomber un verre. Il se brise sur le sol en marbre. Personne ne bouge pour nettoyer. Le visage de Valentina. Oh, le visage de Valentina. Elle accomplit l'impossible. Elle s'effondre et s'ouvre simultanément. Comme un barrage qui cède. Comme une vitre qui se brise en 1000 morceaux. Chaque parcelle soigneusement construite de son calme. Chaque mur qu'elle a érigé au fil de 2 années de thérapie. Dans le silence, les robes noires et les chambres vides. Tout se brise en un seul souffle. Elle émet un son qui n'est pas vraiment un mot. Marc, lui, ne fait absolument aucun bruit. Il marche. Lentement. La foule s'écarte sur son passage sans qu'on le lui demande, car il y a dans sa façon de se déplacer quelque chose qui fait comprendre à chaque personne présente, à un niveau profondément animal, qu'elle ne doit pas se trouver entre cet homme et ce qui va se produire. Il s'arrête à 60 centimètres de la femme en uniforme de femme de ménage. Il la fixe longuement, d'un regard terrible. Sa voix, lorsqu'elle finit par sortir, est si maîtrisée qu'elle est presque pire que s'il avait crié. « Quoi ? Vous venez de dire ça ?» La femme ne détourne pas le regard. Quelle que soit la peur qui l'habite, ses yeux sont rivés dessus. Ses yeux ont déjà pris la décision qui l'a conduite là ce soir, mal vêtue, tremblante dans l'embrasure d'une porte illuminée de cristal et de bougies, et ils ne reviendront pas sur leur décision. Elle relève légèrement le menton. « Votre fille vit avec moi. » Et dans les 5 mots qui suivent. 5 mots qui devraient être impossibles. 5 mots qui appartiennent à un rêve, un cauchemar, un film, mais certainement pas à cette salle de bal, pas en ce jour anniversaire, pas dans cette vie. Marc Lorraine, l'homme qui brise les autres hommes dans les salles de réunion, l'homme qui s'est reconstruit à partir de rien,
L'homme qui est resté impassible lors des funérailles de sa fille il y a 2 ans, car il avait décidé, en voiture, que quelqu'un devait être fort. Marc le ronçant ses genoux flanchés. Juste une seconde. Juste le temps de comprendre que tout ce sur quoi il a bâti son chagrin, chaque certitude, chaque acceptation, chaque étape difficile et douloureuse de son cheminement, repose sur du sable. Et la marée montait. Elle leur dit s'appeler Martha Jacob. Il ne l'emmène pas immédiatement dans une chambre privée. Ce serait la chose sensée à faire. Ce serait la chose maîtrisée. Mais Valentina ne peut pas bouger. Elle se tient au milieu de la piste de danse, les mains plaquées sur la bouche, et chaque fois qu'elle tente de formuler une phrase, ce qui sort de sa bouche n'est qu'un mélange de sanglots et de questions informes. Les invités restent figés. Théo murmure avec urgence dans son oreillette. 2 des gardes du corps de Marc sont apparus de nulle part et se sont positionnés à proximité, sans toucher personne, simplement présents. Un mur de costumes sombre. Marc lève la main, un geste discret, et la pièce se fige dans un silence encore plus profond, si cela est possible. « Parle », dit-il à Martha. Juste ce mot. Martha pose lentement son sac. Ses mains tremblent encore, mais sa voix est plus assurée. Comme celle de quelqu'un qui, après avoir posé le pied sur la terre ferme, retrouve la sensation de la terre ferme. Il y a 2 ans, commence-t-elle, la nuit de la tempête. Je me souviens de cette nuit, dit Marc, et la façon dont il le dit laisse entendre qu'il s'en souviendra jusqu'à son dernier souffle. Martha hoche la tête. Mon mari, Solomon, rentrait de son service de nuit. La pluie était terrible. Il a failli ne pas s'arrêter. Un silence. Mais il aperçut quelque chose sur la rive. Sous le pont. Valentina laissa échapper un petit gémissement, comme blessée. Allez-y, poursuit Martha. Jeune. Allongée dans la boue au bord de l'eau. Trempée. Son visage était lacéré. Elle ne bougeait pas, mais elle respirait. Solomon, sans réfléchir, s'est arrêté net. Il l'a portée jusqu'à la voiture. Il l'a conduit jusqu'à l'hôpital. Ils l'ont soignée. Et quand elle s'est réveillée, la voix de Martha se brise à ce moment-là. À peine. Elle ne savait rien. Pas même son nom. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas qui appeler. Rien. Les médecins ont dit que c'était dû au choc. À l'accident. Ils ont expliqué que parfois, lors d'un traumatisme de ce genre, les souvenirs disparaissent tout simplement. La pièce est si silencieuse qu'on entend la respiration de Valentina. L'hôpital l'a gardée 3 semaines, poursuit Martha. Nous avons essayé de retrouver sa famille. La police avait déjà déclaré qu'elle était morte. Et la jeune fille n'avait aucun papier d'identité sur elle. Rien. Alors à l'hôpital, ils ont fini par l'appeler Jane. Une inconnue. Et Solomon et moi, on a demandé si on pouvait la ramener à la maison. La mâchoire de Marc se crispe. Vous avez ramené un inconnu chez vous. Nous avons ramené un enfant chez nous, répond Martha, et sa voix se fait plus ferme qu'auparavant. Une enfant effrayée, perdue, blessée, qui n'avait personne. Et Solomon et moi, sa voix se brise légèrement sur le nom de son défunt mari. Nous n'avions pas d'enfant. Alors nous l'avons ramené à la maison. Nous lui avons donné un nom. Nous lui avons donné une chambre. Nous lui avons redonné vie. Valentina s'avance. Ses talons claquent sur le sol en marbre puis s'arrêtent. Quel nom? Murmure-t-elle. Martha la regarde. Nous l'appelions Léna. Le son qui sort de Valentina est de ceux qu'on n'oublie pas. Ce ne sont pas des pleurs. C'est quelque chose de plus ancien et de plus profond. C'est le son d'un chagrin qui, depuis 2 ans, sommeille en elle et réalise soudain qu'il n'était pas justifié. Alors Martha plonge la main dans son vieux sac en tissu. Elle y plonge lentement. Et elle sort un petit objet. Quelque chose qui capte la lumière du lustre. Quelque chose en or. Un bracelet. Délicat. Simple. Un fin anneau d'or orné d'une petite plaque gravée. Marc l'aperçoit le premier. Il obéit parfaitement, d'une immobilité terrifiante. Parce qu'il connaît ce bracelet. Il l'a acheté pour l'anniversaire d'Evelyne. Il l'a fait faire sur mesure. 2 lettres y étaient gravées, côte à côte. Elle Evelyne Laurent. Il l'avait regardé le mettre ce matin d'anniversaire dans la cuisine, en riant, levant son poignet à la lumière. Il a vu Valentina passer le bracelet autour du poignet de sa fille et l'embrasser sur la tête. Pendant 2 ans, il a vu ce bracelet à ce poignet, au petit déjeuner, aux cérémonies scolaires et aux dîners de famille, avant qu'il ne disparaisse avec elle dans une rivière. Et maintenant, il est là.
dans la main d'une femme en uniforme de femme de ménage. Dans une salle de bal. Le soir de la seconde cérémonie commémorative de sa fille. Valentina aperçoit le bracelet. Et le cri qui lui échappe n'est pas fort. Ce n'est pas le genre de cri qui emplit une pièce. C'est le petit cri déchirant, impuissant, d'une femme à qui l'on vient de rendre un morceau de vie qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Elle le saisit à deux mains, tremblante. Ses doigts se referment sur l'or, elle le porte à ses lèvres et se plie en deux, le serrant comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Car pour elle, c'est le cas. Car pour elle, c'est le cas. Marc reste là, observant sa femme tenir le bracelet de sa fille décédée, et il sent quelque chose bouger en lui. Quelque chose d'énorme. Quelque chose qui était resté figé, immobile, en suspens pendant 2 ans commence, très lentement, à se mettre en mouvement. Mais ensuite, Martha dit autre chose. Et le service s'arrête. La chaleur disparaît. Car les paroles suivantes de Martha changent tout. Elle les prononce à voix basse. Avec précaution. D'une voix de femme qui a réfléchi 1000 fois à la façon de le dire sans parvenir à trouver les mots justes. Ce n'est pas l'enfant que vous avez perdu, dit Martha. Elle a grandi. Elle a un travail. Elle a des amis. Elle a ses habitudes, ses opinions et une vie qu'elle s'est construite elle-même, à partir de rien, sans aucun souvenir de qui elle était avant. Un silence. C'est une personne à part entière. Une autre personne, en quelque sorte. Et elle ignore que je suis venue ce soir. La pièce semble imprégnée de cette présence. Marc fixe Martha du regard. Un froid glacial se dessine sur son visage. Pas de la colère. Pas encore. C'est plus complexe que la colère. C'est comme si un homme recevait un cadeau précieux tout en apprenant qu'il pourrait ne plus jamais l'avoir. Elle ne sait pas, dit-il lentement. Martha secoue la tête. Je ne l'ai appris que récemment. J'ai vu une photo. Une photo de journal de l'année dernière, d'un événement caritatif. Et j'ai vu. Elle s'arrête. Elle se ressaisit. J'ai vu que le visage de votre femme et celui de Léna étaient. Était quoi? La voix de Valentina est rauque. Martha la regarde. Leur visage était identique. Le silence qui suit est absolu. Et Marc pose la question qui le ronge déjà. Depuis combien de temps le sais-tu? Le regard de Martha se baisse. Et dans ce léger mouvement, ce petit clin d'œil coupable, Marc obtient sa réponse avant même qu'elle n'ait parlé. 3 mois, murmure-t-elle. 3 mois. 3 mois qu'elle savait et qu'elle n'a rien dit. Sa fille était en vie depuis 3 mois, et cette femme se dressait entre eux. La veine de la tempe de Marc se mit à palpiter. Sa voix devint très basse et menaçante. Tu le savais depuis 3 mois, dit-il. Et ce soir, à la cérémonie commémorative de ma fille, c'est ce soir que tu as décidé de venir. Martha joint les mains devant elle. J'avais peur. De quoi? Les mots ne sont plus vraiment des mots. Ils sont comme des pierres. Martha lève alors les yeux vers lui. Et ce qu'elle dit ensuite, d'une voix calme et simple, sans excuse ni effet de manche, frappe Marc Laurent plus fort que tout ce qu'il a vécu depuis 2 ans. J'avais peur que tu me l'apprennes. Et elle me quitterait. Et je l'aime. Je l'aime comme si elle était à moi. Car pendant 2 ans, elle l'a été. Le silence est total dans la salle de bal. 200 personnes retiennent leur souffle. Marc fixe cette femme ordinaire, fanée, tremblante, courageuse et exaspérante, dans son uniforme de femme de ménage. Pendant un long moment, personne dans la pièce ne peut deviner ce qu'il va faire. Puis Valentina lui touche le bras. Marc. Juste son nom. Mais la façon dont elle le prononce. Il se tourne vers sa femme. Ses yeux sont rouges. Le bracelet est toujours dans ses mains. Elle le regarde avec une expression qu'il n'a pas vue sur son visage depuis 2 ans. De l'espoir. Un espoir véritable, terrifiant, fragile. Et c'est la chose la plus terrifiante que Marc Laurent ait vue de toute la nuit. Car l'espoir, après 2 ans de deuil, n'est pas un soulagement. C'est comme se tenir au sommet d'un lieu très élevé. Et sans savoir encore si vous allez vous envoler. Ou chuter. Il quitte la salle de bal 20 minutes plus tard. Théo s'occupe des invités. L'assistant de Marc passe les appels. 2 voitures sont mises à disposition. Le genre de voiture avec des vitres teintées qui empêchent toute visibilité de l'extérieur. Martha est assise à l'arrière avec Valentina. Marc est assis à l'avant, à côté de son chauffeur. Il ne dit rien. Il regarde la ville défiler par sa fenêtre. Les lumières. Les rues. Le va-et-vient ordinaire de la nuit. D'un monde qui ignore que sa vie est en train de lui faire subir quelque chose d'indicible. Il roule pendant 40 minutes.
Le quartier change. Il change comme les villes changent lorsqu'on s'éloigne des centres financiers. D'abord progressivement, puis soudainement. Les routes se rétrécissent. Les bâtiments se rapprochent. La lumière faiblit et prend une teinte plus jaune. Le linge s'étend entre les fenêtres. Des chaussures d'enfants traînent devant les portes d'entrée. La voiture s'arrête devant une petite maison sans charme, dans une rue courte et tranquille. Une seule lumière est allumée à l'intérieur. À travers le rideau fin, on aperçoit l'ombre d'un mouvement. Quelqu'un est là. Quelqu'un est réveillé. Marc sort de la voiture. Il s'arrête sur le trottoir, regarde cette petite maison et pense à chez lui. Le complexe, les 12 pièces, la piscine, les quartiers du personnel, et quelque chose dans sa poitrine émet un son qu'il ne parvient pas à identifier. Valentina est à ses côtés. Elle serre si fort le bracelet que le fermoir a laissé une petite marque sur sa paume. Martha se dirige vers la porte. Elle insère sa clé dans la serrure. Elle pousse la porte pour l'ouvrir. Elle appelle doucement à l'intérieur. « Léna, tu es réveillée? J'ai besoin que tu viennes à la porte. » Un instant. Puis des pas légers. Rapides. Et la porte s'ouvre complètement. Et la voilà. 20 ans. Elle se tenait sur le seuil, vêtue de vêtements d'intérieur, un simple pantalon et un t-shirt, les cheveux lâchés sur les épaules. Elle paraissait un peu fatiguée, comme si elle avait lu avant de se coucher. Un léger froncement de sourcils marquait son air contrarié par cet appel tardif et inattendu. Elle regarde Martha. Puis son regard se porte sur les deux inconnus qui se tiennent dans l'ombre, derrière Martha, sur le perron de sa maison. Marc a le souffle coupé. Parce que c'est elle. 2 ans de plus. Oui. Différente. Comme on change lorsqu'on grandit vite, dans des conditions difficiles et sans filet de sécurité. Il y a en elle quelque chose de plus stable maintenant, quelque chose qui était encore doux et naissant à 18 ans et qui est maintenant solide et accompli. Mais le visage, c'est celui d'Evelyne. Le visage de sa fille. La main de Valentina se crispe sur le bras de Marc, comme si elle se noyait. Car Valentina le voit aussi. La bouche. Les yeux. La façon dont son sourcil gauche se soulève légèrement lorsqu'elle est incertaine. Une chose si infime que seule une mère pourrait la connaître. Une chose que Valentina contemple en photo depuis 2 ans, tentant de la retenir avant qu'elle ne disparaisse comme tout finit par disparaître. Elle ne s'est pas effacée. Elle est là, juste ici. Elle est vivante. Valentina murmure un seul mot. À peine un bruit. Evelyne. Et la jeune fille, Léna, regarde la femme qui prononce son nom, les larmes ruisselant sur son visage, cette étrangère élégante, ravagée par le chagrin et désespérée, sur le seuil de sa porte. Et elle fronce les sourcils. « Je ne suis pas Evelyne », dit-elle d'une voix calme. Calme. Un peu sur la défensive, comme on l'est face à une situation confuse, quand on hésite sur la place qu'on y accorde. « Je m'appelle Léna. » Et en ces 4 mots. 4 mots courts, simples, ordinaires, prononcés par une jeune fille qui ignore qu'elle vient de briser le cœur de sa mère. Marc et Valentina Lorraine comprennent alors pour la première fois la véritable nature de ce qui leur est arrivé. Ils n'ont pas seulement perdu une fille. Ils l'ont perdue, elle, et le monde a continué de tourner sans eux. Elle a continué de tourner sans eux. Elle a grandi, a ri, a lutté, et est devenue quelqu'un, et rien de tout cela, pas une seule minute, ne les concernait. Ils sont des étrangers, debout au seuil de la vie de leur propre fille. Et elle les regarde comme on regarde les inconnus. Avec attention, avec politesse, de loin. Marc Lorraine, qui n'a pas pleuré depuis 2 ans, qui est resté les yeux secs lors des funérailles d'un cercueil vide. Celui qui a tenu le coup grâce à une volonté de fer, inflexible. Sans quelque chose bouger derrière ses yeux. Quelque chose de brûlant. Quelque chose qu'il n'a pas la force, à cet instant, d'empêcher. Car ce ne sont pas les retrouvailles qu'il avait imaginées pendant les 40 minutes de route. Il ne s'agit pas de se jeter dans les bras l'un de l'autre, de la reconnaissance et des larmes de joie du « je le savais, je l'ai toujours su, une mère le sait toujours ». Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans qui le regarde comme s'il était un inconnu. Et elle n'a pas tort. Pour elle, il n'est personne. Martha s'avance. Léna. Mais avant qu'elle puisse dire un mot de plus, avant qu'elle puisse s'expliquer, avant que le premier fragment d'une histoire impossible ne soit posé, avant que cette nuit ne devienne autre chose que ce qu'elle est déjà, quelque chose d'autre se produit. Un téléphone vibre. Le téléphone de Marc. Il le sort machinalement de la poche de sa veste, comme le fait toujours un homme comme lui,
même lors des pires nuits de sa vie. Il regarde l'écran. C'est son chef de la sécurité. Le message tient en 4 mots. 4 mots qui sont, d'une manière ou d'une autre, pire que tout ce qui s'est déjà passé ce soir. Monsieur, il faut que nous parlions. Marc fixe ses mots du regard. Un frisson le parcourt. Car en 15 ans, son chef de la sécurité n'a jamais envoyé ce message après minuit. Pas une seule fois. Il lève les yeux de son téléphone. Il regarde Evelyne, Léna, qui se tient dans l'embrasure de la porte et le fixe avec les yeux de sa mère et l'expression d'une étrangère. Et il réfléchit. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a été caché? Qu'est-ce qui va encore arriver? Il ne le sait pas encore. Mais quelque part, dans cette part de lui qui a survécu aussi longtemps en faisant confiance à son intuition par-dessus tout. Il le sait. La nuit est loin d'être terminée. Et ce qu'il est sur le point de découvrir rendra tout ce qui s'est passé jusqu'à présent bien simple. Marc remet son téléphone dans sa poche. Il prend sa décision en un souffle, comme les hommes de son genre l'ont toujours fait. Rapidement. C'est définitif. Pas de retour en arrière. Il traitera le message plus tard. Là, sur le seuil de sa porte, sa femme agrippée à son bras et sa fille le regardant comme une étrangère polie, il n'est pas question pour lui de partir. Il se redresse. Il s'éclaircit la gorge. Et de la voix la plus posée dont il est capable, ce qui est considérablement plus posé que ce que la plupart des hommes pourraient faire dans cette situation, il regarde la jeune femme sur le seuil et dit « Léna. Je m'appelle Marc Laurent. Je sais que c'est étrange. Je sais que nous avons l'air de 2 personnes qui ont perdu la tête, à nous présenter à votre porte à cette heure-ci. » Un silence. « Je vous en prie, pouvons-nous entrer ?» Léna le regarde. Puis elle regarde Valentina, qui fait un effort remarquable pour se contenir, mais n'y parvient absolument pas. Puis, elle se tourne vers Martha. Quelque chose traverse le visage de Léna. Quelque chose de compliqué. L'expression qu'une personne intelligente et prudente arbore lorsqu'elle analyse une situation, que les éléments ne collent pas et qu'elle hésite encore entre curiosité et peur. Elle regarde à nouveau Martha. « Maman », dit-elle, et le mot résonne dans la nuit comme une présence tangible. Que se passe-t-il? Martha s'avance. Elle prend les mains de Léna. « Il faut que je te dise quelque chose », dit doucement Martha. « Quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. Je n'étais pas assez courageuse. » Sa voix se brise sur le dernier mot. « Mais maintenant, je suis courageuse. On peut entrer. » Léna scrute le visage de Martha un instant de plus. Puis elle recule. « Entrez », dit-elle. L'intérieur de la maison est petit et propre, et empreint d'un ordre qui ne provient pas de la richesse, mais du soin apporté à chaque chose. Chaque chose est à sa place. Les accoudoirs des chaises sont recouverts de housses en crochet. Des versets bibliques encadrés ornent le mur. Une petite cuisine se devine à travers une porte, avec des casseroles suspendues au-dessus du fourneau. Sur une étagère près de la fenêtre, des livres de poche, quelques certificats scolaires et un petit pot de fleurs artificielles dans un coin. C'est la maison de quelqu'un qui possède très peu et qui chérit ce qu'il a. Marc remarque tout cela dès les premières secondes. Il remarque l'unique ampoule sans abat-jour. Il remarque le tapis usé. Il remarque la petite photo au mur, au-dessus de la télévision. Martha et un homme qu'il ne connaît pas, souriant à l'objectif, et entre eux, une jeune femme de quelques années, riant aux éclats, la tête renversée en arrière. Evelyne. Son Evelyne. Riant dans le salon de quelqu'un d'autre. Il rit d'une vie qui n'était pas la sienne. Il doit détourner le regard. Il reste assis. Léna prend le fauteuil, son fauteuil, visiblement usé et moulé à sa forme. Martha s'assoit à côté d'elle sur un petit tabouret, lui tenant toujours les mains. Marc et Valentina s'installent sur le canapé. Le canapé est trop mou et trop bas pour la grande taille de Marc, et dans d'autres circonstances, ce serait légèrement inconfortable et vite oublié. Pour l'instant, il le sent à peine. Martha commence. Elle raconte l'histoire depuis le début. Tout ce qu'elle leur avait raconté dans la salle de bal, mais en plus complet. Plus lentement. Léna, assise à 1 mètre de là, observait le visage de Martha, son expression se figeant peu à peu. L'orage. Solomon arrêta la voiture. La jeune fille sur la rive. L'hôpital. Les semaines d'attente d'un souvenir qui n'est jamais venu. La décision de la ramener à la maison. Léna écoute. Elle n'interrompt pas. Elle est de celles qui écoutent d'une manière unique, pleinement, laissant chaque mot résonner avant de se décider. Assise, les mains posées sur les genoux, elle écoute le récit de son arrivée dans cette maison, et son expression est impénétrable.
Lorsque Martha aborde le sujet de la photo, de l'événement caritatif du journal, du visage qui correspondait, le silence de Lena s'accentue. Et lorsque Martha fouille une dernière fois dans le sac en tissu et pose le bracelet en or sur la table basse entre elles, Lena le regarde. Elle ne le prend pas immédiatement. Elle se contente de le regarder. Je l'ai trouvé dans la poche des vêtements que Solomon t'a rapporté, dit Martha à voix basse. Je l'ai gardé. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne pouvais tout simplement pas m'en débarrasser. C'était important à mes yeux. Lena tend la main, ramasse le bracelet, le retourne entre ses doigts. Elle caresse les lettres gravées du bout du pouce. Elle le garde longtemps sans dire un mot. Valentina serre si fort la main de Marc que ses doigts sont légèrement engourdis. Mais il ne bouge pas. Il ne fait pas un bruit. Car toutes ses pensées sont tournées vers sa fille, assise à 1 mètre de là, tenant un bracelet dont elle ne se souvient pas. Puis Lena lève les yeux. Elle regarde Valentina. Elle la fixe longuement, silencieusement, dans un regard scrutateur. Et Valentina fait quelque chose d'extraordinaire. Elle ne pleure pas. Elle ne tend pas la main vers elle. Elle ne dit rien. Elle se contente de se retourner. Et elle laisse sa fille regarder. Elle la laisse regarder aussi longtemps qu'elle le souhaite. Car Valentina a attendu 2 ans. Elle peut encore attendre un peu. Finalement, Lena prend la parole. Vous êtes en train de dire, dit-elle lentement, prudemment, comme si vous construisiez une phrase à la manière d'un objet fragile, pièce par pièce, que j'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. Et j'ai perdu la mémoire. Et les gens qui me cherchaient. Elle jette un coup d'œil à Marc. On leur a dit que j'étais morte. Oui, dit Marc. Et ça, dit-elle en montrant le bracelet, ce sont mes initiales. Evelyne Lorraine, Evelyne Laura, Evelyne. Valentina s'interrompt. Elle prend une inspiration. Ton nom est Evelyne. Evelyne Lorraine. Tu avais 18 ans. Tu avais... Sa voix se brise. Ça tient. Ça casse à nouveau. Tu étais tout pour moi. Lena pose le bracelet sur l'accoudoir de son fauteuil. Elle se penche en arrière. Elle fixe le plafond un instant. Puis elle dit quelque chose de si sincère, de si calme et de si inattendu que le silence se fait dans toute la pièce, plus complètement qu'aucune déclaration dramatique n'aurait pu le faire. Je te crois, dit-elle. Tout simplement. Je te crois. Non, je me souviens. Non, je le sens. Non, je savais que quelque chose clochait. Juste une prise de conscience simple, directe et lucide de la part d'une jeune femme qui a passé 2 ans à bâtir sa vie sur l'ignorance, et à qui l'on montre maintenant que les fondations n'ont jamais été vides. Elles étaient simplement enfouies. Valentina inspire brusquement. Marc ferme les yeux un instant. Mais Lena poursuit. Et ce mot, ce petit mot unique et nécessaire, atterrit dans la pièce comme une pierre jetée dans l'eau calme. Des ondes se propagent dans toutes les directions. Mais, répète-t-elle, croire en quelque chose et savoir quoi faire sont 2 choses bien différentes. Elle regarde Marc. Je ne vous connais pas, dit-elle. Je vous regarde et je ressens. Elle marque une pause. Recherche en cours. Rien de familier. Désolée. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Mais je ne vais pas faire semblant. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre visage. Elle jette un coup d'œil à Valentina. Je ne connais ni vos voix, ni vos noms, ni rien de ce que vous êtes. Ce que je sais, c'est cette maison, cette rue, cette chaise. Elle regarde Martha. Martha lui serre la main. Marc hoche lentement la tête. Le hochement de tête d'un homme qui encaisse un coup et choisit de rester debout. Je comprends ça, dit-il. Et toi? Demande Lina. Sans agressivité, sans cruauté. Juste une question sincère. Elle se demande vraiment si l'homme en costume de luxe qui vient de frapper à sa porte pour lui annoncer qu'elle est une autre peut comprendre ce qu'il lui demande. Parce que vous êtes assis là, dit-elle, et vous me regardez comme si j'étais quelque chose que vous avez perdu. Comme si j'étais une pièce manquante du puzzle. Et je comprends pourquoi vous me regardez ainsi. Vraiment. Mais je ne suis pas une pièce manquante du puzzle. Je suis une personne entière. Et pendant 2 ans, ceci, dit-elle en désignant la petite pièce modeste qui l'entoure. Ceci a été tout mon univers. Cette femme est ma mère. Cette maison est mon foyer. Marc ouvre la bouche. Elle avait une vie avec nous. Ces mots sortent plus violemment qu'ils ne le voudraient. Le chagrin, le soulagement et ces 2 années de deuil se mêlent en un sentiment qu'il ne maîtrise pas totalement. Et pour un homme qui contrôle tout, c'est une souffrance à part entière. Martha se lève. Elle n'est pas grande.
Elle n'est pas intimidante. C'est une femme d'âge mûr, en uniforme délavé, qui nettoie les bureaux et les immeubles d'autrui depuis 20 ans. D'ordinaire, elle n'oserait pas tenir tête à Marc Laurent. Mais là, elle le fait. Elle aussi avait une vie avec nous, dit Martha. Sa voix est posée. Son regard est posé. Et où étais-tu, demande-t-elle à Marc, quand j'avais besoin d'être sauvée. Un silence glacial s'installe dans la pièce. Le genre de silence qui précède la rupture. Marc fixe Martha du regard. Et Martha lui rend son regard. Deux êtres issus de mondes radicalement différents, opposés l'un à l'autre face à l'amour le plus douloureux qui soit. L'amour d'un parent qui a perdu un enfant et l'amour d'un inconnu qui a choisi d'en sauver un. Et aucun des deux, à cet instant précis, n'a entièrement tort. C'est là l'insupportable. Aucun des deux n'a tort. Valentina se lève. Elle se dirige vers le milieu de la pièce. Elle s'arrête entre Marc et Martha, entre le chagrin et l'amour, entre 2 ans et toutes ces choses impossibles et compliquées qui ont mené à cet instant précis dans cette petite maison, dans cette rue tranquille. Elle regarde Léna. Et elle dit, très doucement. J'ai hurlé à l'hôpital cette nuit-là. Quand ils m'ont dit qu'ils ne retrouvaient pas son corps. Sa voix n'était plus qu'un murmure. J'ai crié, et je leur ai dit qu'une mère n'accepte pas ce qu'elle ne voit pas. J'ai dit que je n'avais pas vu ma fille mourir et j'ai refusé. Elle s'est tuée. Les hirondelles. Ça recommence. Mais ils ont fait venir un juge. Ils avaient des témoins. Ils avaient la voiture, la rivière, le conducteur décédé, et ils avaient. Elle pleure maintenant. En silence. Des larmes coulaient sur son visage en silence. Ils avaient tant de preuves. Et finalement, elle porta la main à sa poitrine. Au plus profond de son cœur. Finalement, même cela cessa de lutter. Léna la regarde. Mais je n'ai jamais. La voix de Valentina se brise complètement à ce moment-là. Elle se reconstruit à partir d'un murmure. Je n'ai jamais cessé de chercher. Chaque fois que je croisais en voiture une fille d'un certain genre, une fille avec ta démarche, une fille qui riait d'une certaine façon, Et elle ne peut pas finir sa phrase. Elle n'en a pas besoin. Parce que Léna la regarde maintenant. Elle a vraiment l'air différente. Comme elle ne l'était pas avant. Et quelque chose a changé sur son visage. Non pas un souvenir, non pas une reconnaissance nette et cinématographique, comme dans les récits. Mais quelque chose de plus discret et de plus réel. Ce qui se produit lorsqu'une personne qui a passé 2 ans à ressentir une absence indéfinissable se retrouve soudain face à la réalité même de cette absence. Sans le savoir. Mais en le sentant. Léna baisse les yeux sur le bracelet accroché à l'accoudoir de son fauteuil. Avant, je faisais des rêves, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Cela m'arrive encore parfois. Une grande pièce. Une voix qui m'appelle, mais je n'arrive jamais à l'entendre clairement. Des fleurs blanches quelque part. Elle secoue la tête. J'ai toujours cru que ce n'était que des rêves. Des choses inventées par mon cerveau faute de matière réelle. Valentina a le souffle coupé. Parce que la chambre d'Evelyne était remplie de fleurs blanches. Parce que Valentina avait l'habitude de se tenir chaque matin dans l'embrasure de cette porte et d'appeler sa fille pour la réveiller pour l'école. Elle ne le dit pas. Elle le garde pour elle. À l'intérieur, là où ça brûle. Il reste 1 heure. Aucune décision n'est prise. Aucune déclaration. Aucun moment émouvant de reconnaissance ou de retrouvailles. Juste 5 personnes dans un petit salon, commençant lentement, prudemment, douloureusement à comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Avant leur départ, Marc reste planté devant la porte. Il se tourne vers Léna. Il a tellement de choses à lui dire. Il voudrait dire « J'ai laissé ta chambre exactement comme elle était. Je n'ai rien déplacé, car cela revenait à accepter quelque chose que je refusais d'accepter. » Il voudrait dire « Ta mère a cessé de porter des couleurs le jour de ta disparition. » Il voudrait dire « Je donnerai tout ce que j'ai construit, tous mes immeubles, toutes mes entreprises, tous mes dollars et tous mes comptes, pour 5 minutes où vous saurez qui je suis. » Il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il dit « Je ne vous demanderai rien ce soir. Mais je demande à pouvoir revenir. » Léna le regarde. Un regard long et fixe. « Tu peux revenir, » dit-elle. Ce n'est pas une réponse chaleureuse, mais c'est une réponse sincère. Et Marc Laurent, qui a négocié des contrats valant des centaines de millions de dollars, qui a côtoyé les personnes les plus brillantes et les plus influentes au monde, qui a su convaincre, gagner des débats et obtenir tout ce qu'il a entrepris, accepte cette réponse. Il la considère comme plus précieuse que tout ce qu'on lui a jamais donné. Car à cet instant précis, c'est le cas.
Le trajet du retour se déroule dans le silence. Valentina tient le bracelet sur ses genoux. Elle regarde par la fenêtre. Sa respiration est lente et contrôlée, celle de quelqu'un qui se concentre intensément pour ne pas s'effondrer. « Je suis vivante », dit-elle enfin. Pas à Marc. Pas à personne. Juste, à voix haute. Dans la voiture plongée dans l'obscurité. « Elle est vivante », répète-t-elle. Comme si elle devait l'entendre 2 fois pour y croire. Marc tend la main et lui prend la sienne. Il la serre sans dire un mot. Et ils traversent la ville ainsi, en silence, enlacés, 2 êtres qui tentent de retenir un miracle présent mais pas encore tout à fait entre leurs mains. C'est comme essayer de retenir l'eau. C'est comme essayer de retenir la vie. Son téléphone vibre à nouveau. Le même numéro. Son chef de la sécurité. Cette fois, c'est Marc qui répond. « Parlez », dit-il. La voix à l'autre bout du fil est basse, professionnelle et très maîtrisée. La voix d'un homme qui transmet des informations, pas des émotions. « Monsieur, nous avons examiné le dossier de l'accident, notamment les rapports de police datant d'il y a 2 ans. Conformément à vos instructions de l'année dernière, nous avons mandaté un détective privé pour enquêter sur l'affaire. Il a trouvé quelque chose. » Marc serre plus fort le téléphone. Qu'a-t-il trouvé? La voiture dans laquelle se trouvait Evelyne la nuit de l'accident. Un silence. Nous avons fait examiner l'épave une nouvelle fois, en privé. Et il semblerait que la conduite de frein ait été coupée, monsieur. Délibérément. Avant l'orage. Avant qu'elle ne monte dans la voiture. Le monde s'arrête. Marc Lorraine, assis à l'arrière de sa voiture en marche, dans l'obscurité, tient la main de sa femme et sent le sol sous ses pieds, le sol sous toute chose, s'ouvrir. Ce n'était pas un accident, dit-il. Non monsieur. Quelqu'un a coupé la file. Oui monsieur. Un long silence. Savez-vous qui c'est? Nouvelle pause. C'est précisément le motif de notre rencontre. En personne. Ce soir. La voix baisse encore. Monsieur, ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un en qui vous aviez confiance. Marc fixe le vide. La ville défile sous sa fenêtre. Lumière et obscurité, lumière et obscurité. Quelqu'un de proche, répète-t-il. Oui monsieur. Il ferme les yeux. Derrière ses paupières, il voit le portrait de la salle de bal. Evelyne a 18 ans. Ce sourire. Ses yeux. Il a aperçu Léna sur le seuil il y a 1 heure. Les mêmes yeux. Plus âgés. Sous surveillance. Vivante. 2 ans. Pendant 2 ans, sa fille a vécu dans une petite maison d'une rue tranquille. Pendant 2 ans, elle a reconstruit sa vie à partir de rien, d'un souvenir vide, des quelques bribes d'elle-même qui avaient survécu à une rivière et à un accident. Un accident qui n'était pas un hasard. Un accident prémédité. Un accident destiné à la tuer. L'attirance qu'il avait déjà ressentie dans les yeux est de retour. Mais c'est différent maintenant. Ce n'est pas du chagrin. Ce n'est pas du soulagement. C'est quelque chose de bien plus ancien, de bien plus froid et de bien plus dangereux que tout cela. C'est le sentiment d'un homme découvrant que quelqu'un en qui il avait confiance tenait un couteau. Et qu'il a utilisé la vie de sa fille comme une lame. J'arrive dans 20 minutes, dit Marc. Il raccroche. Il regarde Valentina. Elle l'observe. Elle a suffisamment entendu sa version des faits pour lire sur son visage ce qu'elle a besoin de voir. Marc, dit-elle. Qu'est-ce que c'est? Il la regarde. Et il prend une autre décision. Rapidement. C'est définitif. Pas de retour en arrière. Je vais tout vous dire, dit-il. Mais j'ai besoin que tu sois forte. Comme tu l'as été ce soir. Il lui serre la main. Peux-tu être forte? Valentina soutient son regard. Et dans ses yeux ne se trouve pas la femme creuse, marquée par le chagrin, du portrait de la salle de bal. Dans ses yeux, il y a quelque chose qui a toujours été là, sous le chagrin, sous les robes noires, les nuits vides et l'espoir qu'elle a enfoui dans un cercueil qui ne contenait même pas de corps. Quelque chose de tranchant. Quelque chose qui n'a jamais vraiment disparu. J'ai été forte chaque jour pendant 2 ans, dit-elle doucement. Je peux être forte encore une nuit. Marc hoche la tête. Il continue de lui tenir la main. Et tandis que la voiture traverse la ville, une conversation s'engage, qui va bouleverser toutes leurs certitudes. Vers la vérité sur celui qui a coupé le câble de frein. Vers le nom de celui qui a fait tomber une jeune fille de 18 ans dans une rivière, lui causant une mort certaine. À 5 kilomètres de là, dans une petite maison d'une rue tranquille, Lina est assise seule dans son fauteuil. Le silence règne.
Martha est allée se coucher après être venue la voir 2 fois, lui serrant l'épaule à chaque fois sans un mot, comme le font les mères quand les mots ne suffisent pas. Lina est assise dans le noir. Le bracelet est dans sa main. Elle le tourne et le retourne entre ses doigts. Elle le tient devant le mince filet de réverbère qui filtre à travers le rideau. Elle l'étudie. Elle a déjà tenu ce bracelet. Pas ce soir. Avant ce soir. Avant le bal, avant ces inconnus à sa porte. Elle a tenu ce bracelet en rêve sans savoir ce que c'était. Un éclat d'or. Un poids à son poignet. Une voix qu'elle n'arrivait jamais vraiment à entendre. Elle presse le bracelet contre l'intérieur de son poignet, là où un bracelet se place habituellement. L'or frais effleure sa peau. Et quelque chose se produit, quelque chose d'inexplicable. Pas un souvenir. Pas une voix. Mais une sensation. De la chaleur. Cette chaleur si particulière qu'on ressent en rentrant chez soi après une très longue absence, en franchissant le seuil et en sentant une odeur familière. Pas le nom de l'odeur. Pas le souvenir qui y est associé. Rien que sa chaleur. Sa sécurité. Le sentiment que quelque chose vous a appartenu. Léna reste assise là longtemps. Le bracelet à son poignet. Ses yeux sont ouverts dans l'obscurité. Un petit air étrange, effrayé et interrogateur se dessinait sur son visage. Comme quelqu'un qui vient d'entendre une chanson qu'il n'a jamais entendue auparavant. Et qui, d'une manière ou d'une autre, en connaît déjà toutes les paroles. Marc arrive à son immeuble de bureau entre 23h40 et 17h50. L'immeuble est presque vide. 3 gardiens de nuit sont présents. Quelques lumières éclairent les étages supérieurs où les systèmes fonctionnent la nuit. Son chef de la sécurité, un homme solide et discret nommé Denis Arcaïa, l'attend dans la salle de conférence du rez-de-chaussée. 2 dossiers sont posés sur la table. Et une photo. Marc entre. Il s'assoit. Il regarde Denis. « Montre-moi », dit-il. Denis ouvre le premier dossier. À l'intérieur se trouve un rapport technique détaillé, ainsi que des photos de l'accident de voiture. Gros plan sur la conduite de frein. L'évaluation d'un ingénieur, étayée par des termes techniques, des mesures et un langage professionnel, aboutit à une conclusion simple et terrible. La défaillance n'est pas due aux intempéries ni à un impact. La conduite de frein a été délibérément endommagée avant que le véhicule ne s'engage sur la route. Marc lit le document en silence. Il lit chaque mot. Puis il le pose. Le deuxième dossier, dit-il. Denis hésite. Un instant seulement. L'hésitation d'un professionnel aguerri, habitué à transmettre des informations délicates et conscient que cette fois-ci, c'est différent. Puis il ouvre le document. À l'intérieur se trouve une série de documents. Des relevés financiers. Des dates. Transferts. Communication. Et un nom. Un nom. Un nom que Marc Laurent connaît aussi bien que le sien. Un nom qui fait partie de sa vie depuis plus de 10 ans. Un nom qui a déjà été présent à sa table. Un nom qui a été dans son bureau, dans sa salle de réunion, dans sa confiance. Marc fixe ce nom du regard. Il ne bouge pas. Il ne parle pas. L'horloge au mur fait tic-tac. Denis reste immobile en face de lui. Marc prend la photo qui se trouvait à part des dossiers. Elle représente un homme. La quarantaine. Bien habillé. En conversation avec un homme que les notes de l'enquêteur identifient comme une figure criminelle connue. Un homme lié au crime organisé et au travail à façon. La rencontre a eu lieu il y a 3 ans, 1 an avant l'accident. L'homme sur la photo est une personne que Marc voit régulièrement. Quelqu'un qui a accès à son domicile, à son emploi du temps, au déplacement de sa famille. Quelqu'un qui aurait su précisément quand Evelyne serait dans cette voiture. Précisément à quel moment provoquer une défaillance du système de freinage. Quand exactement envoyer une fille dans une rivière. Marc repose la photo. Il pose ses 2 mains à plat sur la table de conférence. Il fixe le nom dans le dossier. Et lorsqu'il finit par parler, sa voix est si basse que Denis doit se pencher légèrement pour l'entendre. « Est-ce qu'il sait ?» demande Marc. « Sait-il que nous la recherchons ?»« Non, monsieur, » répond Denis. « Sait-il qu'elle est vivante ?» Un silence. « Nous ne le pensons pas, monsieur. »« Pas encore. » Marc lève les yeux. Et dans son regard, il y a quelque chose que Denis Arcaïa, qui travaille pour cet homme depuis 9 ans, n'a jamais vu auparavant. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid encore. Quelque chose qui a été du chagrin pendant 2 ans et qui vient de découvrir, en l'espace d'une nuit, qu'il n'a jamais eu le droit d'être du chagrin. Car la mort n'a jamais été réelle. Et la main qu'il a orchestrée est toujours présente. On lui fait toujours confiance. Il est toujours dangereux. Il ignore,
dit Marc lentement, que la fille qu'il a tenté de tuer est vivante. Denis secoue la tête. Marc hoche la tête une fois. Et d'une voix absolument, parfaitement calme. La voix d'un homme qui a pris une décision irrévocable. Il dit, « Bien. Alors il est exactement là où je le voulais. Il s'appelle Gérald Bartan. Et si vous demandiez à quiconque ayant connu Marc Laurent de nommer la personne en qui il avait le plus confiance au monde, hormis sa femme, il répondrait Gérald sans hésiter. 15 ans. Voilà combien de temps Gérald Bartan a fait partie de la vie de Marc. Ils se sont rencontrés alors que Marc était encore en pleine ascension. Encore en train de construire. Il restait ce genre d'homme qui mangeait bon marché, portait des costumes bon marché et ne dormait que 4 heures par nuit, car le bruit de ses rêves l'empêchait de dormir davantage. Gérald était alors stratège financier. Brillant. Précis. Le genre d'homme capable d'analyser une entreprise en difficulté et de déterminer en 30 minutes quelle menace brandir pour la faire s'effondrer, ou au contraire la redresser. Selon qui le payait. Marc l'a embauché. Puis l'a promu. Puis lui a fait confiance. Puis, et c'est ce qui rend tout le reste insupportable, je l'ai aimé. Pas comme un frère à proprement parler. Mais presque. Ce genre d'amour qui naît entre des hommes qui ont construit des choses ensemble. Qui ont partagé des moments difficiles, quand tout s'écroulait, et qui ont soutenu le plafond de leurs propres mains. Qui ont scellé des accords qui ont changé leur vie. Ils avaient partagé des repas, connu leurs familles respectives et su se prêter au silence quand il le fallait. Gérald était présent au 16e anniversaire d'Evelyne. Il était là quand elle a reçu ses résultats d'examen et il a dansé dans la cuisine. Il était aux funérailles. Il a pleuré aux funérailles. Marc s'en souvient. Il se souvient avoir pensé, dans ce lieu vide et ravagé par le chagrin où il se trouvait ce jour-là, qu'au moins Gérald comprenait. Au moins Gérald le ressentait aussi. Il se souvient d'avoir été reconnaissant. Et maintenant, il est assis dans une salle de conférence à minuit, examinant les preuves que Gérald a tout commandité et planifié. Que Gérald a participé à une réunion avec un homme qui fait en sorte que les choses tournent mal, que les freins lâchent, que des voitures tombent des ponts, et qu'il a payé pour ça. Qu'il l'a planifié. Il a calculé le coût de la vie d'une jeune fille de 18 ans comme s'il s'agissait d'une simple ligne dans un tableur. Le mobile, explique Denis, c'est l'argent. Évidemment. C'est toujours une question d'argent. Il y a 3 ans, Marc s'apprêtait à restructurer son entreprise. Une réorganisation majeure. Des divisions fusionnaient, des postes de direction étaient supprimés, une nouvelle structure était mise en place de A à Z. Gérald risquait de perdre son poste, et pas seulement son titre. Sa participation totale, un pourcentage de l'entreprise qu'il avait négocié des années auparavant et qui valait alors près de 40 millions de dollars. Marc ignorait que Gérald était au courant. La restructuration était confidentielle. Seules 2 personnes, outre Marc, connaissaient les détails à ce stade. Mais Gérald avait toujours le don de se renseigner. Et Gérald fit un calcul. Si Marc perdait Evelyne, son unique enfant, tout son univers en dehors du travail, il s'effondrerait. Il serait inconsolable. Il serait incapable de mener à bien une restructuration complexe. Il aurait besoin de stabilité autour de lui. Il s'appuierait davantage sur ses proches. Il garderait Gérald près de lui. Il ne démantèlerait pas ce qu'ils avaient construit ensemble. Pas tant qu'il saignait. Gérald avait tout misé sur le chagrin de Marc. Il avait parié 40 millions de dollars que la douleur d'un père l'affaiblirait au point de l'empêcher de voir clair. Et pendant 2 ans, 2 longues années de robe noire, de cercueils vides, d'une mère qui ne dormait plus et d'un père qui ne ressentait plus rien, il avait raison. Marc reste assis avec ça. Il reste assis avec ça comme on reste assis avec quelque chose de trop lourd pour se tenir debout. Sa fille est tombée dans une rivière parce qu'un homme qu'il appelait un ami ne voulait pas perdre d'argent. Sa fille a perdu 2 années de sa vie, son nom, ses souvenirs, sa famille, tout. Parce qu'un homme en qui il avait confiance a jugé que son existence était un prix acceptable à payer pour son confort. Marc regarde la photo de Gérald Bartan en conversation avec son contact criminel. Il le regarde longuement. Puis il referme le dossier. Pas de police, dit-il. Pas encore. Denis hoche la tête avec précaution. Monsieur. Pas encore, répète Marc. Je dois réfléchir. Je dois être prudent. Si nous allons trop vite et qu'il court, il s'arrête. Sa mâchoire se crispe. Il ne peut plus courir. Il n'aura pas l'occasion de s'enfuir. S'il sait que nous arrivons, il disparaîtra et nous passerons des années à le traquer à travers les tribunaux, les avocats et les appels. Et moi, je ne le ferai pas. Sa voix se brise, elle est à peine audible.
Je ne laisserai pas cet homme se prélasser tranquillement pendant que ma fille essaie de se souvenir de son nom. Denny reste silencieux. Tu vas le surveiller, dit Marc. Chaque mouvement, chaque appel, chaque réunion. Je veux savoir où il dort, où il mange et ce qu'il fait à chaque heure de chaque jour. Il est debout. Mais il ignore que nous le savons. Pas encore. Pouvez-vous faire cela? Oui, monsieur. Et Denny? Monsieur. Marc reprend la photo une dernière fois. Il la regarde. Quand je serai prêt à agir, quand je te donnerai le signal, je veux que ce soit fait de telle sorte qu'il ne puisse pas s'échapper. Je veux que ce soit irréfutable. Je veux que tout soit documenté, attesté et incontestable. Il pose la photo. Je veux qu'il s'assoie en face de moi et je veux qu'il sache, avant l'arrivée de la police, avant celle des avocats, avant tout, que je sais, que Evelyne est vivante. Et que tout ce qu'il a fait, chaque calcul, chaque paiement, chaque acte lâche et terrible, n'a servi à rien. Denny soutient son regard. Compris, dit-il doucement. Marc hoche la tête. Il ramasse sa veste. Puis il s'arrête sur le seuil. Denny, dit-il sans se retourner. Monsieur, ma fille est vivante. Un silence. Elle ne se souvient pas encore de nous. Elle vit dans une petite maison avec une femme qu'il a trouvée dans la boue et qu'il a tellement aimée qu'elle l'a gardée. Il reste silencieux un instant. Mais elle est vivante. Elle était assise à 1 mètre de moi ce soir, et elle est vivante. Denny ne dit rien. Parce qu'il n'y a rien à dire. Certaines vérités n'appellent pas de réponse. Il faut juste qu'ils en parlent. Marc sort. Le lendemain matin, Valentina est levée avant l'aube. Assise à la table de la cuisine de cette grande maison silencieuse, la maison aux 12 pièces, celle avec la piscine désormais inutilisée, celle avec la chambre au 3e étage restée fermée depuis 2 ans, elle boit un thé et réfléchit. Elle a à peine dormi. Rien d'inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est que pour la première fois en 2 ans, la raison de son insomnie n'était pas le chagrin. C'était tout autre chose. Elle sort son téléphone. Elle l'ouvre sur la photo qu'elle a prise la veille au soir, rapidement, discrètement, avant de quitter la petite maison. Ce n'est pas une photo de Lena. Elle ne l'aurait jamais fait sans demander. Juste au bord de la rue. La maison. Le numéro sur le portail. Une petite preuve que c'était réel. Qu'elle n'avait pas rêvé. Elle regarde ses photos maintenant. Puis elle pose son téléphone face contre table. Et elle prend une décision. Une décision prise en silence. Le genre de produit dans lesquels Valentina est spécialisée. Elle y retourne. Mais pas avec Marc. Sans voiture, sans sécurité, sans tout le poids du non-Laurent qui pèse sur une petite maison dans un quartier ordinaire. Seule. Juste elle. Juste une femme. Sans titre. Sans performance de deuil. Aucune trace de désespoir ne se dégage d'elle. Elle va retourner s'asseoir en face de sa fille et ne rien lui demander. Elle sera simplement là. Car Valentina Laurent a compris, durant les longues heures sombres de cette nuit blanche, quelque chose que Marc, dans sa douleur, sa colère et sa fureur soudaine envers Gérald, n'avait pas encore eu l'espace de comprendre. On ne peut pas récupérer une personne. On ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui a construit sa vie sans vous et lui dire « Reviens, tu nous appartiens ». Pas si vous voulez qu'il revienne vraiment. Pas si vous voulez quelque chose de réel et pas seulement l'apparence de quelque chose de réel. Il faut le mériter. Elle avait déjà appris cette leçon avec Evelyne. À l'époque où Evelyne avait 17 ans, était furieuse et se rebellait contre tous les murs que Marc avait érigés autour d'elle. À l'époque où Valentina était celle qui s'asseyait au bord du lit d'Evelyne le soir, après les disputes, et qui restait simplement. Il était là, tout simplement. Sans rien exiger. Sans donner d'explication. Simplement présente. Et Evelyne, finalement, se tournait toujours vers elle. Toujours. Valentina va s'y fier. Elle va croire que ce qu'était Evelyne, cette force intrépide, cette obstination, cette passion débordante d'amour qui vivait en elle, vit encore en Lena. Et elle va l'accepter patiemment. Aussi longtemps qu'il le faudra. Elle arrive à la maison à 9 heures du matin. Elle s'est habillée avec soin, sans se ruiner. Elle y avait réfléchi. Elle portait un pantalon simple et un chemisier uni. Aucun bijou, hormis son alliance, qu'elle n'arrivait pas à se résoudre à enlever. Sa voiture est une voiture modeste de la piscine, pas la grosse voiture noire aux vitres teintées. Elle ne porte rien d'autre qu'un petit sac en papier. Elle frappe au portail. Elle attend. Un instant. Puis des pas résonnent dans la cour. Le portail s'ouvre. Et ce n'est pas Martha. C'est Lena. Elle porte des vêtements de travail,
Le genre de vêtements qu'on enfile avant de sortir. Elle tient son propre sac. Elle regarde Valentina d'un air neutre, sans surprise particulière, ce qui en dit long sur sa personnalité. Elles échangent un regard. Je partais justement, dit Léna. Je sais, dit Valentina. Je ne te retiendrai pas, un silence. Je voulais juste apporter quelque chose. Pour toi. Et pour Martha. Elle tend le sac en papier. Juste de la nourriture. D'une boulangerie du coin. J'ai regardé ce matin. Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai pris plusieurs choses. Léna regarde le sac. Elle regarde Valentina. Tu n'es pas obligée de faire ça, dit-elle. Je sais, répond Valentina. Un instant. Puis Léna prend le sac. Elle jette un coup d'œil rapide à l'intérieur. Maman aime bien le chinchin une fois, dit-elle presque pour elle-même. Une petite remarque. Sans rapport particulier avec Valentina. Mais pas fermée non plus. Je m'en souviendrai, dit Valentina. Léna la regarde. Tu n'es pas comme je l'imaginais, dit-elle. Hier soir, tu l'étais, elle cherche ses mots. Plus petit qu'aujourd'hui. Hier soir, j'étais au bout du rouleau, dit simplement Valentina. Et maintenant, j'essaie d'être une personne plutôt qu'une mère. Parce que vous ne me connaissez pas en tant que mère. Elle marque une pause. Vous me connaissez pas du tout. Alors je me suis dit que je devrais peut-être commencer par être, tout simplement, une personne. Quelque chose change sur le visage de Léna. Subtil. Comme une serrure qui regarde sa clé. Sans l'ouvrir. Juste en train de la regarder. Je dois aller travailler, dit-elle. Bien sûr, répond Valentina. Je travaille dans une pharmacie. Assistante. Du lundi au samedi. Elle ajuste son sac sur son épaule. Je termine à 5 heures. Elle prononce cette dernière phrase sans regarder Valentina directement. Elle l'a dit à mi-distance, au poteau du portail, quelque part légèrement à gauche de la situation. Mais elle le dit. Et Valentina, qui a appris, au fil d'une vie d'amour attentif, à percevoir ce que les gens ne disent pas vraiment, comprend. Je serai là à 5 heures, dit-elle doucement. Léna franchit le portail sans répondre. Mais elle ne refuse pas. À l'autre bout de la ville, Gérald Bartan prend son petit déjeuner. Il fait cela tous les matins au même restaurant, à la même table près de la fenêtre, avec la même commande, toast, café noir, jus d'orange et le même journal, qu'il lit de la première à la dernière page en 40 minutes exactement. C'est un homme de routine. Un homme de précision. Un homme qui, depuis 2 ans, dort paisiblement. C'est peut-être là ce qu'il y a de plus monstrueux chez lui. Ce matin, assis à sa table, il coupe ses œufs, lit son journal, ignorant tout du monde dans lequel il vivait, ce monde sûr, confortable, protégé par la douleur d'autrui, qu'il s'était forgé grâce à la souffrance d'une autre personne, s'est brisé en deux la nuit dernière dans une salle de bal, lorsqu'une femme en uniforme de femme de ménage a prononcé 4 mots. Il ne sait pas. Son téléphone vibre. Il y jette un coup d'œil. Message du bureau de Marc. La réunion du conseil d'administration de cette semaine est reportée. Nous la reprogrammerons. Gérald fronce légèrement les sourcils. Il répond par écrit. Tout va bien. 3 points apparaissent. Puis, oui. Léger conflit d'horaire. Nous vous recontacterons. Gérald pose son téléphone. Prend son café. Il reprend son journal. En page 7, il trouve un court article sur la cérémonie commémorative de Laurent qui s'est tenue la veille. Une brève chronique mondaine. Rien d'inhabituel. Juste un mot concernant le rassemblement de personnalités pour commémorer le 2e anniversaire de la mort tragique d'Evelyne Laurent. Gérald le lit. Son visage reste impassible. Il sirote son café. Tourne la page. À 5 kilomètres de là, dans une voiture garée un peu plus loin dans la rue, un des hommes de Denis Arcaïa observe Gérald Bartan à travers l'objectif d'une caméra, note l'heure, enregistre l'image et l'envoie dans un dossier sécurisé. Pendant ce temps, Gérald Bartan mange ses œufs. Sans le savoir. Au travail, Léna s'appelle Léna Jacob. Elle a pris le nom de famille de Martha, ou plutôt Martha et Solomon le lui ont donné, il y a 2 ans, selon la coutume tacite qui régnait dans ce quartier pour les choses qui n'avaient pas de procédure officielle. Elle était leur protégée. Elle était leur fille. Elle portait leur nom. C'était tout simplement ainsi. Elle est compétente dans son travail. La pharmacienne pour laquelle elle travaille, une femme honnête et fatiguée nommée Dr Abina Darko, a déclaré à plusieurs reprises que Léna était la personne la plus fiable qu'elle ait jamais employée. Elle est toujours à l'heure. Elle ne se plaint pas.
Elle se souvient de tout. De chaque médicament, de chaque client, de chaque interaction. Elle possède une précision presque technique, comme si une partie de son cerveau avait survécu intacte à l'accident et s'était simplement réinventée. Elle est débrouillarde. Son téléphone vibre. Elle le regarde. Un numéro inconnu. Elle l'ignore presque. Il lui arrive de recevoir des appels de numéros inconnus. Elle se méfie. Mais quelque chose la pousse à répondre. Allô? Un silence. Puis une voix qu'elle n'avait entendue qu'une seule fois auparavant. La nuit dernière. Dans l'obscurité, sur le seuil de sa porte. Voix d'homme. Maîtrisée. Formelle. Mais sous cette apparente formalité, on devine une personne qui s'efforce de paraître sereine. Léna. Ici Marc Laurent. Un silence. Je suis désolée de vous appeler sans prévenir. Martha m'a donné votre numéro. J'espère que oui. Tout va bien, dit-elle. Elle s'éloigne des étagères. Dans le petit couloir du fond. Son cœur bat la chamade. Je ne veux pas te mettre la pression, dit Marc. Je me le suis bien précisé ce matin. Je n'appelle pas pour vous mettre la pression. Alors pourquoi appelez-vous? Un silence. Parce que j'ai une fille dans un état critique, dit-il. Et je suis un homme qui a passé 2 ans sans savoir quoi faire de ses mains. La phrase résonne différemment de ce qu'elle attendait. Pas sentimentale. Pas une démonstration de deuil. Tout simplement honnête. Le genre d'honnêteté qui émane de quelqu'un qui a cessé de se soucier de l'image qu'il renvoie. Elle s'appuie contre le mur du couloir. Très bien, dit-elle prudemment. Alors, que veux-tu? Je veux te demander quelque chose, répond Marc. Et je veux que tu répondes honnêtement, sans te soucier des conséquences que ta réponse aura sur moi. Pouvez-vous faire cela? Un silence. Oui, dit-elle. Voulez-vous savoir qui vous étiez? Demande-t-il. Pas pour devenir elle. Pas pour revenir vers nous. Juste pour toi. Pour votre propre tranquillité. Voulez-vous connaître l'histoire des 18 premières années de votre vie? Léna reste silencieuse. Les bruits de la pharmacie parviennent faiblement à travers le mur du couloir. La voix du docteur Darko au comptoir. Le bip de la caisse enregistreuse. Léna fixe le mur nu du couloir devant elle. Elle repense au bracelet qu'elle a mis ce matin, puis enlevé, puis remis. Elle repense à son rêve. À la grande pièce. Aux fleurs blanches. La voix qui appelle un nom qu'elle ne parvient jamais vraiment à entendre. Elle repense à la sensation de l'or contre son poignet dans l'obscurité. Oui, dit-elle. C'est tout. Mais c'est le oui le plus important qu'elle ait prononcé depuis 2 ans. Marc l'emmène déjeuner 3 jours plus tard. Pas chez lui. Pas dans un restaurant chic où les gens la dévisageront, chuchoteront et où le nom Laurent pèsera comme une pierre entre eux. Il l'emmène dans un restaurant tranquille et ordinaire, près de chez elle. Il arrive avant elle. Il est déjà assis quand elle entre, et ce qui la frappe, ce qu'elle remarque avant même de pouvoir l'ignorer, c'est combien il est différent ici. Sans la salle de bal, sans le costume, sans le portrait, sans le chagrin, sans les 200 personnes. Un homme grand, vêtu d'une simple chemise, assis à une table ordinaire, se lève en la voyant, et pendant une fraction de seconde. Quelque chose. Un scintillement. Comme une lumière qui tente de s'allumer dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis trop longtemps. Disparue avant même qu'elle ait pu la nommer. Elle s'assoit. Il s'assoit. Il passe commande. Et puis il commence à parler. Il commence par le début. Il lui parle d'elle-même. Pas des grands moments dramatiques. Pas des accidents, ni des secrets, ni des choses à venir qu'elle ignore encore. Les petites choses. Les choses du quotidien. Il lui dit qu'elle détestait les matins mais qu'elle ne l'admettrait jamais. Alors elle a mis au point un système élaboré. 3 alarmes différentes, chacune accompagnée d'un petit mot d'encouragement. Elle rit. Un rire bref. Un rire de surprise. Le genre de choses qui s'échappent avant même qu'on ait le temps de la laisser faire. Marc la voit. Il continue. Il lui raconte qu'elle avait un carnet qu'elle emportait partout. Pas un téléphone. Un vrai carnet, car, disait-elle, les écrans incitaient trop facilement à effacer des choses et elle tenait à ce que ses erreurs restent visibles, car elles faisaient partie intégrante de l'histoire. Elle cesse de manger. Elle le regarde. Il lui dit qu'elle ne pouvait pas regarder de films tristes sans ni ensuite avoir pleuré, même quand la preuve était flagrante sur son visage. Elle s'arrête. Quoi? Demande Marc. Elle secoue lentement la tête. J'ai regardé un film la semaine dernière. Seule. Et j'ai pleuré, puis j'ai dit à maman que la climatisation m'avait fait pleurer. Marc la regarde et sourit.
Elle le regarde. Et quelque chose se déplace entre eux, quelque chose qui était un mur, une distance professionnelle, polie et mesurée, entre eux. À peine. Une infime fraction. Comme une porte restée longtemps fermée et qui, malgré elle, commence à envisager de s'ouvrir. Tu aimais les fleurs blanches, dit Marc d'une voix douce. Sa voix a changé. Elle est devenue très prudente. Très délicat. La façon dont on manipule quelque chose qu'on a une peur bleue de laisser tomber. La gorge de Léna se contracte. Tu les mets dans ta chambre toutes les semaines, dit-il. Des lys blancs. Ta mère a commencé à les acheter parce que tu le lui avais demandé, et puis c'est devenu une habitude, c'était juste ce qu'on faisait. Il y en avait toujours dans la maison. Un silence. Quand tu étais partie, Valentina n'arrivait pas à les voir pendant des mois. Et puis un jour, elle en a acheté plein, les a mis dans ta chambre et a pleuré pendant 1 heure. Ensuite, elle est sortie et m'a dit que ça lui donnait l'impression d'être proche de toi. Il reste silencieux un instant. Elle le fait encore. Chaque semaine. Ta chambre a toujours des fleurs fraîches. Léna est très calme. Ses yeux brillent. Elle baisse les yeux vers la table. Sa main, posée près de son verre, tremble légèrement. Les rêves, dit-elle doucement. Les fleurs blanches. Marc hoche la tête. Je ne savais pas qu'ils étaient réels, murmure-t-elle. Je pensais que j'inventais des choses pour combler les vides. Tu te souvenais, dit Marc doucement. Votre esprit se souvenait de ce qu'il pouvait. Une larme coule. Une seule. Elle s'en aperçoit aussitôt. L'essuie du revers de la main. Et Marc, qui a participé à suffisamment de négociations, de réunions tendues et de situations humaines difficiles pour savoir quand une personne a besoin d'espace, baisse les yeux sur son assiette et lui laisse le temps de se ressaisir. Elle en est reconnaissante. Elle ne le dit pas. Mais elle l'est. Elle arrive chez elle 2 semaines plus tard. Elle le dit d'abord à Martha. Martha reste immobile pendant que Léna lui raconte, les mains jointes sur les genoux, le visage exprimant une émotion complexe que Léna a appris à déchiffrer en 2 ans. Le visage de Martha se crispe lorsqu'elle retient une émotion, convaincue que ce moment ne la concerne pas. Tu es sûre? Demande Martha. Non, répond Léna honnêtement. Martha hoche la tête. Alors vas-y, dit-elle. L'incertitude reste une direction possible. Léna la regarde. Maman, dit-elle. Non, répond fermement Martha. Un silence. Ne dites rien qui puisse ressembler à un adieu. Ce n'est pas un adieu. Tu rentres dîner et tu me décris la maison. Léna esquisse un sourire. Elle est sans doute très grande. Même, dit Martha. Décrivez-moi chaque pièce. La voiture que Marc envoie est silencieuse et propre. Léna est assise à l'arrière et observe la ville se transformer autour d'elle, comme lors de leur première visite en voiture, mais cette fois-ci en sens inverse. Les rues s'élargissent. Les immeubles grandissent. La lumière s'intensifie et devient plus précise. Elle porte le bracelet. Elle a décidé ce matin-là de le porter. Pas pour eux. Pour elle-même. La voiture franchit un portail. Une longue allée. Une maison immense, comme elle l'avait prédit. Mais ce qui la surprend, ce à quoi elle ne s'était pas préparée, ce n'est pas sa taille. Ce sont les fleurs. Devant la maison, dans de grands pots de part et d'autre de la porte d'entrée, il y a des lys blancs. Frais. Lumineux. Soigneusement agencés. Comme si quelqu'un, sachant qu'elle venait, avait veillé à ce que ce soit la première chose qu'elle voit. Léna se tient au bas des marches et les regarde. Sa poitrine se contracte d'une manière qu'elle ne peut décrire. La porte s'ouvre. Valentina. Elle se tient sur le seuil, vêtue simplement, et son visage, lorsqu'elle aperçoit Léna qui contemple les fleurs, se fige avec une extrême prudence. Elle s'efforce de ne pas réagir. Elle tente de ne rien laisser paraître. Elle essaie d'être calme, ordinaire et de se montrer insensible à la pression. Mais ses yeux. Le regard de Valentina, lorsqu'il se pose sur Léna, debout au bas de son escalier, le bracelet en or à son poignet, les lys captant la lumière de l'après-midi, et celui de quelqu'un qui a vécu dans l'obscurité pendant 2 ans et qui, enfin entrevoit la lumière. Entre, dit Valentina. Simple. Ordinaire. Pas entrer. Léna gravit les marches. Elle atteint le sommet. Elle est maintenant si près de Valentina qu'elle peut voir les fines rides au coin de ses yeux et sentir sa respiration légèrement saccadée. Merci pour les fleurs, dit Léna à voix basse. Valentina ouvre davantage la porte. Elles sont à vous, dit-elle. Elles ont toujours été à toi. Elle traverse la maison.
Valentina lui laisse de l'espace. Il marche légèrement en retrait. Il la laisse regarder ce qu'elle veut. Il ne fait aucun commentaire. Il ne désigne pas du doigt. Il ne dit pas « C'est ici que tu faisais ceci » ou « tu adorais cela » ou « tu te souviens ». Il la suit simplement en silence et laisse Léna déambuler dans les pièces à son rythme. Le salon. La salle à manger avec sa longue table et ses nombreuses chaises. Le jardin qu'elle aperçoit à travers les portes vitrées. Léna effleure les objets du bout des doigts. Le bois lisse de la rampe d'escalier. Le cadre d'un tableau accroché au mur. De petits contacts inconscients. La façon dont on tend la main vers quelque chose sans le vouloir. Puis l'escalier. Elle monte. En haut de l'escalier se trouve un couloir avec 4 portes. Elle ne sait pas laquelle essayer. Mais elle se dirige vers la 3e. Elle ne sait pas pourquoi la 3e. Elle le sait, c'est tout. Elle s'arrête devant. Pose la main sur la poignée. Regarde Valentina. Valentina, à 2 pas de là, la regardant avec une expression mêlant souffle retenu et espoir prudent, hoche la tête une fois. Léna ouvre la porte. La pièce est exactement comme avant. La chambre d'Evelyne. Exactement comme une jeune fille de 18 ans l'avait laissée 2 ans plus tôt, par une nuit pluvieuse, avant de monter dans une voiture dont le frein était défectueux et de prendre la route vers un pont, une rivière et une vie dont elle ne se souviendrait jamais. Les cahiers sur le bureau. Des photos au mur, des amis, des clichés pris sur le vif, quelques billets de concert punaisés à côté des photos. Le diplôme scolaire sous cadre. Le livre à moitié lu sur la table de chevet, avec un marque-page encore dedans. La porte de l'armoire était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait laissée ouverte en prévoyant de revenir. Et sur le rebord de la fenêtre, des lys blancs, fraîches, dans un simple vase blanc. Léna se tient sur le seuil de cette pièce. Elle reste là très longtemps. Elle regarde les photos accrochées au mur. Elle contemple son propre visage à 15, 16 et 17 ans. Rire. Vivre. Pleine d'une vie dont elle n'a aucun souvenir. Elle se retrouve face à un moi inaccessible. Et c'est peut-être le sentiment le plus étrange, le plus douloureux et le plus bouleversant qu'elle ait jamais éprouvé. Se tenir dans la pièce où se trouvait celle qu'elle était et se sentir comme une étrangère dans son propre passé. Comme lire un livre sur soi-même. Comme regarder un film où l'on reconnaît son visage à l'écran, mais où l'histoire appartient à quelqu'un d'autre. Elle entre lentement. S'assoit au bord du lit. Prend le livre sur la table de chevet. L'ouvre à l'endroit où se trouve le marque-page. Les pages marquées au milieu d'un chapitre. Une histoire que quelqu'un avait commencée. Une histoire interrompue. Son écriture est en marge. De petites notes soignées. Des réactions. Une question cochée à côté d'un paragraphe qui la paraissait obscur. Une petite étoile à côté d'une phrase qu'elle avait sans doute adorée. Léna contemple son écriture. L'écriture qu'elle avait développée à partir de rien il y a 2 ans, apprise seule grâce à des cahiers d'exercice, construite lettre par lettre à partir de 0. Et dans la marge de ce vieux livre. Exactement les mêmes lettres. La même inclinaison du E. La même façon dont le L monte légèrement plus haut que nécessaire. Son écriture. D'avant. Idem. Léna pose le livre. Elle appuie ses 2 mains à plat sur la couette qui recouvre le lit. Elle fixe le plafond d'une chambre dont elle ne se souvient pas. Et ce qui survient alors n'est pas un souvenir. Ce n'est ni un flot d'images, ni une voix, ni une odeur qui ouvre une porte. Ce n'est pas le déferlement cinématographique d'un passé qui ressurgit. C'est quelque chose de plus silencieux. De plus dévastateur. C'est le deuil. Son propre deuil. Pour elle-même. Pour la jeune fille qui a quitté cette pièce et n'y est jamais revenue. Pour les 18 années qu'elle ne pourra jamais rattraper. Pour les parents qui, dans cette maison, souffraient terriblement, et pour cette femme, en bas, sur le seuil, qui dépose des fleurs fraîches dans cette pièce chaque semaine depuis 2 ans, car elle ne pouvait se résoudre à abandonner. Et pour Martha. Pour Solomon qui, sous la pluie, a arrêté une voiture, a pris à son bord une inconnue et lui a sauvé une vie. Pour cette petite maison, ce fauteuil usé et cette femme qui l'aimait sans savoir qui elle était. Les larmes, quand elles coulent, ne sont pas silencieuses. Ce sont celles qui se sont accumulées pendant 2 ans sans être nommées. Celles qui avaient besoin du lieu adéquat, du moment opportun et du juste mélange de vérité et de perte pour enfin trouver leur chemin. Léna est assise au bord de son vieux lit et pleure. Elle pleure tout ce qu'elle a perdu. Elle pleure tout ce qu'ils ont perdu. Elle pleure ce vide, cet immense vide irréparable de 2 ans, qui marque le milieu de leur vie comme une blessure inguérissable. Une blessure avec laquelle, peut-être, il faut seulement vivre. Et Valentina,
resté planté sur le seuil tout ce temps, observe sa fille assise dans sa chambre d'enfance, pleurant une vie dont elle ne se souvient plus. Elle ne se précipite pas vers elle. Elle lui laisse l'espace pour pleurer. Elle lui laisse le temps de ressentir ses émotions. Mais alors, après un long moment de silence terrible, elle entre. Elle s'assoit à côté d'elle. Elle ne dit rien. Elle ne tend pas la main vers elle. Elle reste assise, proche, au chaud, présente. Et après un autre long moment, Léna, qui pleure toujours, qui ne la regarde pas, qui fixe les cahiers sur le bureau et les photos au mur, et la vie qui est et qui n'est pas la sienne. Elle penche, légèrement, de quelques centimètres seulement, contre le bras de Valentina. Et Valentina, qui n'a pas tenu cette fille dans ses bras depuis 2 ans, qui n'a pas ressenti son poids, sa chaleur, la simple réalité physique de son enfant tout près, ferme les yeux et respire. Marc ne démolit pas Gérald immédiatement. Il est patient, il est méticuleux. Et c'est ce qui lui coûte le plus cher, il reste aimable avec Gérald en public. Il répond toujours à ses appels. Il s'assoit toujours en face de lui lors des réunions, parle normalement et garde un visage parfaitement impassible. Il a besoin que Gérald se sente en sécurité. Il a besoin qu'il n'ait aucune raison de fuir. Alors, pendant 3 semaines, Denis et les enquêteurs constituent le dossier discrètement et méthodiquement, document après document, témoin après témoin, tandis que les avocats sont briefés dans des salles closes et que les contacts de la police sont informés discrètement et de manière strictement confidentielle. Marc Lorraine sourit à l'homme qui a tenté de tuer sa fille. Le prix à payer est inestimable. Chaque fois qu'il voit le visage de Gérald, ce visage rassasié, serein, routinier, il repense à cette nuit pluvieuse d'il y a 2 ans. Une jeune fille dans une voiture. Un pont. Une rivière. Un cercueil vide. Il pense à Léna assise au bord d'un lit dont elle ne se souvient pas. Il pense à Valentina déposant chaque semaine des fleurs fraîches dans une chambre vide. Il sourit. Et attend. 4 semaines après la nuit du bal. Un mardi matin, Marc reçoit un appel de Denis. C'est prêt, dit Denis. Marc est à son bureau. Il pose son stylo. Tout ça? Demande-t-il. Tout. Les preuves financières, le témoignage signé du contact rencontré par Gérald, les relevés téléphoniques, le rapport d'ingénierie sur la conduite de frein et la confirmation de 2 sources indépendantes que Gérald a bien commandé les travaux. Un silence. La police est prête à intervenir dès que vous en aurez l'ordre. Marc reste silencieux. Et l'autre chose que j'ai demandé, dit-il. C'est noté, dit Denis. La réunion est prévue cet après-midi. Gérald pense qu'il s'agit d'une revue de portefeuille de routine. Il n'en a aucune idée. Marc hoche la tête. Il reste immobile un instant. Il repense à ses 15 années. Il repense à l'homme qu'il croyait être Gérald. Il réfléchit à la façon dont on peut connaître quelqu'un, vraiment le connaître, partager des années, la confiance et une histoire avec lui. Et pourtant, il se trompe complètement, de façon catastrophique, sur ce qu'ils contiennent. Puis il prend son téléphone. Il passe un autre appel. Ça sonne 2 fois. Allô? Sa voix. La voix de Léna. Tu es à la maison ce soir? Demande Marc. Un silence. Oui, répond elle. Je dois vous dire quelque chose, dit-il. À propos de l'accident. À propos de ce que j'ai découvert. Sa voix est très posée. Je dois vous le dire car vous avez le droit de savoir. Voilà ce qui vous a été fait. Et celui qui a fait ça devra en répondre. Mais je voulais que vous l'appreniez de moi en premier. Silence au bout du fil. Il entend sa respiration. D'accord, dit-elle finalement. Je viens te rejoindre, dit-il. À 5 heures. Si cela vous convient. Nouvelle pause. Martha va préparer du thé, dit-elle. Une petite chose. Une chose ordinaire. Mais Marc ressent cette pensée lui tomber dans la poitrine comme un poids énorme. Merci, murmure-t-il. Il retrouve Gérald à 3 heures. Gérald entre dans la salle de conférence, habillé exactement comme d'habitude. Chemise impeccable. Confiance naturelle. L'assurance sereine d'un homme qui, en 15 ans, n'a jamais eu la moindre raison d'avoir peur dans ce bâtiment. Il s'assoit. Il ouvre son carnet. Bien, dit-il en cliquant sur son stylo. Qu'est-ce qu'on révise aujourd'hui? Marc le regarde de l'autre côté de la table. Pendant un long moment de silence terrible. Il se contente de le regarder. Le stylo de Gérald ralentit. Quelque chose sur le visage de Marc, quelque chose qu'il s'efforçait de contrôler depuis 4 semaines, lui échappe.
Marc, dit Gérald. Sa voix est toujours aussi douce. Mais ses yeux ont vacillé. Juste un peu. L'instinct animal. Cette intuition, cette sensation instinctive qui précède l'esprit, que le sol a changé. Marc prend la main dans le dossier posé sur la table devant lui et fait glisser une photo vers Gérald. La photo de la rencontre de Gérald avec son contact criminel. Il y a 3 ans. Gérald la regarde. Le stylo s'arrête net. Je sais tout, dit Marc d'une voix très basse. Un calme absolu. Le calme total, définitif, sans fioriture, d'un homme arrivé au terme de quelque chose. Gérald regarde la photographie. Il regarde Marc. Et dans le silence qui suit, dans l'espace entre 2 respirations, le visage de Gérald Barton exprime quelque chose que Marc n'oubliera jamais. Il ne trahit ni culpabilité, ni panique. Cela témoigne d'un sens du calcul. Même maintenant. Même pris la main dans le sac. Son esprit est déjà en ébullition. Il travaille déjà. Il cherche déjà des pistes, des issues et des solutions. Et ça plus que tout. Ce calcul instantané, réflexe et impitoyable face à ce qu'il a fait. C'est alors que le dernier vestige des sentiments de Marc pour cet homme s'évanouit. 15 années d'amitié, de confiance et d'histoire partagée, qui avaient réussi à survivre à la découverte de sa trahison, se transforment en cendres. Marc, commence Gérald. Elle est vivante, dit Marc. Gérald s'arrête. Le calcul se fige. Quoi? Dit-il. Evelyne, dit Marc. Ma fille. Il se penche légèrement en avant. Elle a survécu à la rivière. Elle a perdu la mémoire. Elle habite à quelques heures d'ici depuis 2 ans. Sa voix ne tremble pas. Pas une seule syllabe. Elle a 20 ans et elle réapprend son propre nom. La semaine dernière, elle était assise dans son ancienne chambre et a pleuré pour la première fois. J'ai vu ma femme assise à côté d'elle, les yeux rivés sur le visage de Gérald. Elle est vivante. Elle comparaîtra devant un tribunal et le monde entier saura qui elle est et ce qu'on lui a fait. Gérald est resté figé. Il est devenu livide. Et toi aussi, dit Marc. La porte de la salle de conférence s'ouvre. 2 policiers entrent. Derrière eux, un inspecteur en civil fait un signe de tête à Marc. Gérald se lève. La chaise grince en arrière. Marc, sa voix a changé. La fluidité a disparu. Il y a quelque chose de brut en dessous. Quelque chose qui, chez une autre personne, pourrait être de la honte. Marc, écoute-moi. Je vous écoute depuis 15 ans, dit Marc. Il se lève. Il est plus grand que Gérald. Il a toujours été plus grand que Gérald. Je ne t'écouterai plus. Il se dirige vers la porte. Il s'arrête. Une dernière fois, il regarde Gérald Barton. L'homme assis en face de lui. Au maillot de presse et au carnet dans le stylo. À 15 ans. À tout ce qu'il avait imaginé. Pour ce que c'était réellement. Les fleurs à ses funérailles, dit Marc. Gérald le fixe du regard. Vous m'avez envoyé le plus gros bouquet, dit Marc. Des roses blanches. Je vous en ai remercié. Un silence. Je vous ai remercié. Il sort de la pièce. Il ne se retourne pas. Dans le couloir, il continue de marcher. Il passe devant les bureaux. Il passe devant son assistante qui se lève puis se rassoit en voyant son visage. Il prend l'ascenseur. Il y entre. Il descend. Et sort dans l'air de l'après-midi. Il reste un instant immobile sur le trottoir devant son immeuble. Et il respire. Il respire tout simplement. Il conduit jusqu'à la maison de Martha. Il ne prévient pas. Il conduit, tout simplement. À travers la ville, les rues changeantes, les routes qui se rétrécissent, jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant le petit portail de cette rue tranquille. Il frappe. Martha ouvre. Elle le regarde et le comprend immédiatement, comme le font les femmes qui ont porté des fardeaux toute leur vie, sans qu'on leur dise rien. Elle s'écarte. Entrez, dit-elle. Léna est au salon. Il entre. Léna est sur le canapé. Valentina est à côté d'elle. Elles regardent ensemble quelque chose sur le téléphone de Léna. Une photo qu'elle a trouvée quelque part. Elles sont toutes les deux penchées l'une vers l'autre. Valentina désigne quelque chose du doigt et Léna pose une question. Un moment ordinaire. Un moment paisible. Un de ces moments qui étaient autrefois normaux. Un de ceux qui ont été volés. Ce genre de choses qui, lentement, se reconstruisent. Ils lèvent tous les deux les yeux quand Marc entre. Il s'assoit en face de Léna. Il lui raconte tout. À propos de Gérald. À propos de la conduite de frein.
Quant au motif, 15 ans d'amitié, empreinte d'un vide monstrueusement profond. Il le lui dit sans détour, sans ménager ses sentiments, car elle lui avait demandé un jour de ne pas édulcorer les choses et il ne l'a pas oublié. Léna écoute. Quand il a fini, elle reste longtemps silencieuse. Martha apporte le thé. Elle le pose. Elle s'assoit sur sa chaise. Tous les quatre sont assis ensemble dans la petite pièce. Ce n'était donc pas un accident, finit par dire Léna. Non, répond Marc. Elle hoche lentement la tête. Elle regarde ses mains. Et cet homme? Il ira en prison, dit Marc. Les preuves sont accablantes. Il ne s'en tirera pas comme ça. Nouveau silence. Léna lève les yeux. Je veux que tu saches quelque chose, dit-elle. Je ne suis pas en colère. Marc cligne des yeux. Je m'en doutais, poursuit-elle. Quand je t'ai entendu dire que quelqu'un l'avait fait exprès, je m'attendais à la colère. Mais ce que je ressens, elle marque une pause, cherchant ses mots. C'est de la tristesse. Pour la jeune fille qui est tombée dans cette rivière. Pour tout ce qu'on lui a pris. À vous tous. Elle regarde Valentina. Puis, Marc. Je ne peux pas être en colère pour elle car je ne me souviens pas d'avoir été à sa place. Mais je peux être triste pour elle. Valentina tend la main et prend celle de Léna. Léna la laisse faire. Elle méritait qu'on soit triste pour elle, murmure Valentina. Léna la regarde. Dis-moi encore une chose à son sujet, dit Léna. Valentina sourit à travers ses larmes. Elle avait l'habitude de chanter dans la cuisine quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre, dit-elle. Terriblement. Faux. Mais totalement investie. Comme si elle se produisait devant un stade plein. Léna la fixe du regard. Je fais ça, murmure-t-elle. Je sais, répond Valentina. Et le rire qui jaillit alors de Léna, soudain, surpris, baigné de larmes, emplit la petite pièce comme quelque chose qui attendait depuis si longtemps d'exister. Les mois passent. Gérald Botting est jugé. Il est reconnu coupable. Marc est présent dans la salle d'audience lors du prononcé du verdict. Valentina est à ses côtés. Léna, qui a choisi de venir, est assise de l'autre côté. Elle lui tient la main pendant la lecture, non pas parce qu'elle a besoin d'être rassurée, mais parce qu'elle sent qu'il en a besoin, et il s'avère qu'elle est le genre de personne qui remarque ce genre de choses. Elle l'a toujours été. Le souvenir ne lui revient pas d'un coup. Cela arrive par petites touches. De petites touches discrètes qui surgissent sans prévenir. L'odeur d'un savon particulier qui la fait s'arrêter net au milieu d'un rayon de supermarché, les yeux fermés, la main sur l'étagère, tandis que quelque chose tente d'émerger. Une musique qui la fait pleurer avant même qu'elle comprenne pourquoi. Le rire de Marc, un rire bref et surpris, un rire qu'il ne laisse jamais transparaître, et quelque chose en elle réagit avant même qu'elle ait le temps de réfléchir. Elle ne redevient pas Evelyne. Voilà la vérité. La dure, l'honnête, la belle vérité. Evelyne Lorraine nous a quittés, comme tous les jeunes de 18 ans finissent par le faire. Le passé, les épreuves, la transformation en celle qui a survécu. Léna est celle qui a survécu. Léna, avec son regard attentif et son écriture reconstruite, assise dans son fauteuil usé, forte de 2 années d'une vie bâtie à partir de rien. Elle est l'avenir d'Evelyne. Elle n'est pas son passé. Et petit à petit, chacun apprend à l'aimer. Elle conserve son emploi à la pharmacie. Lorsque le docteur Darko découvre qui est Léna, elle ne change pas de comportement à son égard. C'est l'une des choses dont Léna sera le plus reconnaissante au cours des mois suivants. Elle garde sa chambre chez Martha. Elle reçoit aussi une clé de la maison de Lorraine. Elle utilise les deux. Certaines semaines, elle dort dans sa vieille chambre, avec des lys frais sur le rebord de la fenêtre. D'autres semaines, elle s'installe dans le fauteuil usé et laisse Martha préparer le thé. D'autres encore, elle fait les deux. Voilà sa vie maintenant. Non pas divisée. Dédoublée. Un soir, dans le calme de cette fin d'année, ils sont tous réunis. Sans occasion particulière. Ni pour une commémoration, ni pour un anniversaire, ni pour un moment prévu. Une soirée ordinaire qui a pris une tournure inattendue. Marc et Valentina dans le salon de la maison des Lorraine. Martha, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, avait été placée là par Valentina, qui avait remarqué qu'elle s'y sentait plus à l'aise que sur un canapé. La télévision allumée au minimum. Du thé sur la table. Et Léna. Debout sur le seuil de la cuisine, une assiette à la main, elle tente de reproduire une recette d'un livre trouvé sur l'étagère. Des notes manuscrites, des souvenirs d'enfance, la guident depuis des années.
Ce sera peut-être immangeable, annonce Léna. Ça a l'air immangeable, renchérit Marc. Marc, dit Valentina. C'est elle qui l'a dit en premier, répond-il. Léna rit. Elle pose l'assiette. Elle s'assoit entre Martha et Valentina sur le canapé. Non pas que quelqu'un ait arrangé les choses ainsi. Tout simplement parce que c'est là qu'elle a sa place. Martha passe un bras autour d'elle. Valentina, après un instant, se blottit contre elle de l'autre côté. Léna regarde Marc de l'autre côté de la table. Il la fixe avec une expression qu'elle a appris à reconnaître au fil des mois. Pas du chagrin, pas de nostalgie, juste de l'amour. L'amour simple, sans complications, et immense, d'un père qui retrouve quelque chose qu'il pensait ne plus jamais tenir entre ses mains. Papa, dit-elle. C'est la première fois qu'elle l'appelle ainsi. Elle n'en fait pas toute une histoire. Elle le dit tout simplement, comme on prononce un mot qu'on a répété en secret jusqu'à ce qu'il rentre dans la bouche, et puis un jour, on le dit, et ça marche. Marc reste immobile. Ce qu'il y a dans ton assiette, poursuit Léna, comment décrirais-tu cette couleur? Il baisse les yeux vers la nourriture. Recule vers elle. Un crime, dit-il. Elle sourit. Et les rires qui emplissent cette pièce. Tous les quatre. C'est de ceux qui ignorent tout simplement ce qui les fait éclater. Du chagrin, du soulagement, du temps, de la perte, 2 ans, une rivière, un bracelet, une femme en uniforme délavé, les mains tremblantes, le regard déterminé, debout sur le seuil. C'est fait de tout cela. Et c'est le plus beau son que Marc Leron ait jamais entendu. Parfois, tard le soir, Léna retire son bracelet et le fait tourner entre ses doigts. Elle se demandait souvent ce que ces lettres signifiaient. Maintenant, elle le sait. Elle parle d'Evelyne, qui adorait les fleurs blanches, chantait faux dans la cuisine et avait laissé un marque-page dans un chapitre qu'elle n'avait jamais terminé. Elle parle de Léna, qui s'est reconstruite à partir de rien et a appris à être courageuse avant d'apprendre à être quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de la même personne, menant la même vie, mais avec un point de départ différent. Elle remet le bracelet. Elle dort. Et dans ses rêves, pour la première fois, elle entend distinctement la voix. Elle l'appelle par son nom. Ses 2 noms. Et cette fois, elle ne se réveille pas avant que cela ne l'atteigne. Cette fois, elle reste. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que j'en ai eu à créer. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Dites-nous en commentaire d'où vous la regardez. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.